J'espère que nous approchons de la fin de la guerre, mais je n'en suis pas entièrement convaincu. Je pense que pour reprendre les mots de Churchill, nous sommes à la fin du commencement, mais malheureusement, je ne suis pas tout à fait sûr que nous soyons au commencement de la fin. Nous entrons soudainement dans une nouvelle phase au cours de laquelle, je crois, les puissances européennes, d'une manière assez confuse et contradictoire, commencent à laisser filtrer quelques lueurs de réalité dans leurs calculs. Oui. Très rapidement, je pense que je parais peut-être un peu plus optimiste que je ne le suis réellement. Je continue de croire que cela se résoudra sur le champ de bataille. Mais c'était le premier rayon de soleil, tout en continuant d'exiger que la Russie paye des réparations et tout le reste. À mesure que nous nous éloignons de cela, je pense que le changement de récit nous permet ou nous donne la possibilité de faire beaucoup plus de choses. Si nous sommes autorisés à discuter de leurs préoccupations en matière de sécurité, au moins la diplomatie peut progresser. Mais j'ai peut-être surestimé mon optimisme. Non, mais vous avez tout à fait raison. Nous entrons dans une nouvelle phase où la diplomatie revient de manière étonnante à l'ordre du jour des puissances européennes. Si vous vous souvenez, il y a quelques années, enfin 1 an et demi, lors d'une réunion du Conseil européen, Robert Fico de la République slovaque avait dit qu'il était stupéfait que tout au long de la discussion, personne n'ait suggéré que l'Union européenne et ses dirigeants devraient dialoguer avec la Russie. Et lorsque Viktor Orban, qui présidait le Conseil européen pour le second semestre de 2025, a pris la parole, il a été sévèrement mis à l'écart. Mais oui, je pense qu'au début de 2026, les dirigeants européens commencent à comprendre. Cependant, si vous vous souvenez, à l'automne, nous avions le plan de paix en 28 points, la proposition Kirill Dmitriev-Stivitkov, qui constituait un bon cadre de discussion. Et bien sûr, les puissances européennes et Zelensky se sont immédiatement mobilisés. Comme vous le savez, au début de l'année 2026, ils ont présenté puis finalement adopté un plan de paix en 20 points. Mais ce plan en 20 points contient encore beaucoup d'éléments tout simplement inacceptables pour Moscou. Ainsi, à l'heure actuelle, Stivitkov et Jared Kushner prévoient de se rendre immédiatement à Moscou. Je pense qu'il y a eu une certaine résistance à Moscou, même à l'idée de les accueillir, car il est clair que Lavrov et Poutine affirment toujours être ouverts à la diplomatie. Mais ils disent « Regardez, on tourne en rond. À quoi bon ? On parvient à quelque chose, vous venez, on discute, on expose nos questions essentielles, puis vous repartez et tout est complètement bloqué dès qu'il s'agit des puissances européennes. Et Trump est très instable, comme nous le savons, c'est littéralement un électron libre, passant d'un extrême à l'autre. Voilà où nous en sommes. Malheureusement, je pense que le champ de bataille sera le principal théâtre des événements pendant les prochains mois, jusqu'à ce que nous parvenions enfin à une diplomatie sérieuse, non seulement entre les puissances occidentales, mais aussi en engageant Moscou de manière plus substantielle. Bref, c'est simplement pour situer où nous en sommes aujourd'hui. Mais, comme vous le dites, tout ce qui concerne notre situation actuelle a des racines profondes. Je soutiens qu'il existe au moins 4, voire 5 niveaux dans ce conflit. Je dirais simplement que le premier, évidemment, est le niveau interne ukrainien. Nous pouvons le formuler de plusieurs manières. J'ai proposé qu'il existait 2 modèles, 2 visions de la construction de l'État ukrainien après 1991. Il y avait ce que j'appellerais la vision moniste. C'est l'idée qu'il existe une sorte de vision primordiale, mot très intéressant, de la nationalité ukrainienne et même de la souveraineté étatique depuis l'aube des temps. Il suffirait de se débarrasser des couches accumulées du colonialisme russe et auparavant du colonialisme polonais, de la domination polono-lituanienne. Mais c'est un peu comme le David de Michel-Ange.
Vous n'avez que le bloc de marbre, et à l'intérieur se trouve cette statue fantastique et merveilleuse. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'enlever le marbre en trop. C'est une vision complètement fausse de la manière dont les États se développent. Elle applique aussi à tort l'idée du post-colonialisme. D'après ce que j'en comprends, le post-colonialisme repose entièrement sur l'hybridité, sur la façon dont les États se développent à travers des relations complexes. On peut les qualifier d'impériales, de coloniales ou d'autres choses, mais malgré tout, elles transforment ces États par cette interaction. La vision primordiale, en revanche, suggère qu'on peut tout effacer. L'alternative, et c'est celle à laquelle j'ai consacré mon livre, la guerre russo-ukrainienne, les lignes de faille de l'Empire, est l'idée de l'autre Ukraine. C'est la vision d'une Ukraine pluraliste, tolérante, multilingue, multiconfessionnelle et généreuse. Beaucoup de personnes monistes, celles qui croient en un nationalisme ukrainien profond, étaient également tolérantes et pluralistes. Il ne faut donc pas opposer les deux de manière trop tranchée. Mais en termes idéaux, cette vision existe bel et bien. Et cela, dans les exigences russes, est désormais présenté, ou selon leur terminologie, qualifié, de dénazification de l'Ukraine. Je pense que c'est un terme très mal choisi, car il simplifie à l'excès les éléments, même s'il touche à la question de l'intolérance et du manque de pluralisme dans la société. C'est donc clairement l'une des principales revendications, que les droits linguistiques et autres soient respectés. C'est le premier niveau. Le deuxième niveau concerne précisément la relation russo-ukrainienne, très spécifiquement une relation interétatique, mais aussi interculturelle. On pourrait l'aborder de multiples façons, à travers toutes sortes de théories. Mais la voie que j'aimerais emprunter, si seulement j'avais plus de temps, serait de l'examiner à travers le prisme de la théorie mimétique, la théorie de René Girard, qui affirme qu'en substance, deux États ou deux personnes, il donne l'exemple d'un seigneur et d'un serf, ont tendance à se refléter mutuellement. Un serf serait généralement en conflit avec un autre serf, car la distance entre ce serf et le seigneur est si grande, et les seigneurs, eux, se querelleraient entre eux. En d'autres termes, plus on est proche, plus il est probable que ces conflits émergent. Et bien sûr, la Russie et l'Ukraine occupent un espace civilisationnel et culturel très similaire. Je ne dis pas identique, slave oriental, orthodoxe et avec une histoire commune à travers la majeure partie du pays. C'est pourquoi cette rivalité mimétique est si intense. Cela aide à expliquer, en partie, pourquoi les nationalistes ukrainiens croient, comme un article de foi, qu'ils doivent se distancier de la Russie. Cela a conduit à une relation très épineuse dès le début, après l'effondrement de l'Union soviétique en 1991. Et bien sûr, cela remonte au XIXe siècle. Voilà donc le deuxième niveau, et nous pourrions en parler bien davantage. Cette vision mimétique, à mon avis, est importante. Et cela aide à expliquer pourquoi, jusqu'en 2022, il existait une telle profondeur d'hostilité entre les deux pays. Une sorte de narcissisme des petites différences, sans nier les questions de fond, mais tout de même, cela en faisait partie. Le troisième niveau est celui intra-européen. Là, nous avons complètement échoué. Et il faut le reconnaître, tu as parlé des racines profondes. Nous devons remonter non seulement à 1989 qu'à 1991, à la fin de la guerre froide, même si c'est important, mais jusqu'en 1945. À bien des égards, cette guerre, la guerre en Ukraine, remet à l'ordre du jour des questions qui n'ont jamais été pleinement résolues dans les premières années d'après-guerre. Par exemple, il y a eu récemment beaucoup de discussions à propos de l'Allemagne, et qu'après 1945 et Potsdam, l'idée implicite était, et l'Union soviétique y est revenue à de nombreuses reprises par la suite, que l'Allemagne devait être un pays démilitarisé et neutre au centre de l'Europe. Si cela s'était produit, il n'y aurait pas eu de guerre froide.
il n'y aurait pas eu cette division de l'Allemagne. Toute la politique en aurait été transformée. Et alors, on pourrait se demander pourquoi nous avons eu la guerre froide initiale, qui s'est ensuite reproduite sous de nouvelles formes après 1989-91. L'effondrement du communisme, la fin de la première guerre froide. Eh bien, on pourrait dire, et c'est là que je soutiens toujours, que nous avons connu deux échecs. Le premier, l'émergence de ce que j'appellerais l'Occident politique. Lavrov et les Russes aiment parler de l'Occident collectif, et les puissances occidentales aiment parler de l'Alliance transatlantique, cet organisme très puissant qui domine depuis 80 ans. En d'autres termes, le règlement d'après-guerre de 1945 était un règlement atlantiste qui a subordonné et échoué à établir une véritable unité pancontinentale. Après 1989, à la fin de la guerre froide, la Maison européenne commune de Gorbatchev, la Confédération de l'Europe de Mitterrand, toutes ces idées disaient en substance « D'accord, repensons 1945 ». Au lieu de cela, nous avons simplement eu plus de la même chose. L'OTAN et l'Union européenne se présentant comme l'unique entité capable de représenter toute l'Europe, ce qui bien sûr a marginalisé la Russie et conduit au dilemme de sécurité, à l'élargissement de l'OTAN et à la guerre. C'est donc le troisième niveau. Et bien sûr, le quatrième, c'est la relation de superpuissance entre les États-Unis et la Russie. Paradoxalement, nous pensions, et nous avons parlé de paix au début, que la paix pouvait venir d'en haut. En d'autres termes, que le rapprochement russo-américain, la détente, avec Trump et Poutine travaillant personnellement ensemble, pourrait établir un cadre qui serait ensuite, partiellement imposé, mais espérons-le, accepté par consentement par les puissances européennes, et mènerait effectivement à un règlement au sein même de l'Ukraine. Malheureusement, il semble que les États-Unis sous Trump, même s'il a mis certaines questions sur la table, des questions qui auraient dû être posées en 1945-46 et à nouveau en 1989-91, il les a bel et bien mises sur la table. Malheureusement, Trump n'a pas de réponse cohérente. Cela signifie que l'ancien Occident politique, l'ancien système de puissance atlantique, est clairement à bout de souffle, c'est certain. La Russie, Moscou et d'autres pays d'ailleurs ont vu là une grande opportunité. Bien sûr, les puissances européennes et Kiev considèrent cela avec une profonde inquiétude. Mais il est évident que les choses bougent et changent. Comme nous l'avons dit, oui, 2026 a commencé avec un certain fracas, et il y a beaucoup d'éléments en mouvement. Nous vivons un autre moment liminal, tout comme en 1945 et en 1989. 2026 semble bien être l'une de ces dates charnières.